Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Atari, l'émission vidéo de Criticat. Ce mois-ci, on ne revient pas sur un film d'actualité, mais on se penche plutôt, le 31 octobre approchant, sur le chef-d'œuvre de John Carpenter, j'ai nommé Halloween. Pour parler du film, je suis accompagné de deux collaborateurs à Criticat. Thomas Grignon, bonjour. Bonjour Marin. Fabien Agege, bonjour. Bonjour. Halloween est sorti en 1978, c'est le troisième film de John Carpenter après Dark Star et Assaut. Il a également tourné Halloween avec un budget assez minime, même si plus conséquent que les deux films précédents, et ensuite le film a connu l'immense succès que l'on connaît. Je ne vais pas trop parler de l'intrigue puisque j'imagine que vous la connaissez, mais on peut quand même dire que John Carpenter pour ce film s'inspire grandement de Hitchcock et notamment de Psychose, puisque il a engagé Jamie Lee Curtis pour son premier rôle, qui est la fille de Tony Curtis et de Janet Leigh, l'actrice principale de Psychose, et qu'il a nommé l'un des personnages principaux du film, Sam Loomis, comme l'un des personnages de Psychose. Fabien, je me tourne vers toi pour commencer. On a tous revu le film pour l'émission. Qu'en as-tu pensé en le revoyant ? Alors, j'ai toujours aimé. Je crois qu'on aime toujours Halloween, et c'est un film qui... dans lequel on a l'impression qu'on peut toujours redécouvrir certaines choses. Moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est qu'il est souvent qualifié de slasher. Comme tu disais, il a un peu installé le genre du slasher. Mais en fait, en le revoyant, moi, j'y vois beaucoup un film fantastique. En fait, j'ai l'impression que si on considère que le fantastique, c'est l'idée... que justement le rapport entre le réel et quelque chose de surnaturel devient flou, incertain. Halloween est vraiment totalement un film fantastique. En fait, dès le début, dès la seconde scène, quand le docteur Loomis donc, va à l'hôpital psychiatrique chercher Michael Myers, il parle de lui en disant en anglais « it ». Il refuse de l'appeler comme un être humain, il ne dit pas il dit donc la chose en un sens. Et donc, à partir de là, il installe comme ça l'idée que possiblement cet homme ne serait pas un homme, mais une créature, et pour lui donc le mal absolu. Et ce qui s'installe ensuite dans le film et qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, là où le film, à mon avis, installe une peur diffuse qui me semble différente des apparitions et des meurtres beaucoup plus ritualisés, des films suivants, etc., c'est qu'en fait, on ne sait jamais quand est-ce que Michael Myers va apparaître dans le plan, et puis surtout qu'il fonctionne entre autres, parce que je pense qu'on pourra parler des différentes modulations d'apparition de Michael Myers, mais disons qu'il apparaît entre autres comme un fantôme. D'ailleurs, à un moment donné, il se déguise en fantôme, c'est possiblement l'une des seules scènes un peu burlesques du film, et où surtout il a une intention. Donc il met à un moment un drap de fantôme pour aller faire peur à l'un des protagonistes. Et donc le personnage apparaît et surtout disparaît sans qu'on ne sache jamais vraiment où il est, ce qui crée cette peur diffuse et pour le spectateur donc une attention permanente, puisqu'en fait ce personnage peut surgir d'un bord à l'autre du cadre ou donc de différentes manières sur lesquelles on va revenir. Et jusqu'au bout du film, jusqu'au bout de sa logique, en fait le personnage m'apparaît... voilà, tel un fantôme, ce qui du coup fait que puisqu'on sait qu'Halloween est un film qui connaîtra de nombreuses suites, remakes, variations, en fait, même si elles sont parfois intéressantes, en un sens elles annulent le postulat du premier film pour moi. Je trouve que ta comparaison avec le fantastique est judicieuse, simplement du point de vue de la généalogie du film, dans la mesure où t'as rappelé effectivement que c'est une sorte de, pas de remake, mais en tout cas de variation assez explicite sur Psychose d'Hitchcock, que ce soit par l'utilisation de l'arme blanche qui est ritualisée dans le film de Carpenter et qui fait écho effectivement au meurtre de Psychose, ou effectivement au casting. Mais le film s'inscrit aussi dans une généalogie qui touche au genre du slasher, qui est celle
du prolongement du giallo, en fait, qui est donc le thriller italien des années fin 60 et début 70, dont le grand maître, ça a été Dario Argento, qui était un collaborateur, en fait, un ami personnel de Carpenter. Et dans une interview qu'avait fait Carpenter avec Argento pour les Cahiers du cinéma en 98, il expliquait que c'était après avoir vu Les Frissons de l'angoisse, donc Profondo Rosso, qui est un film d'Argento réalisé en 75, qu'il avait décidé de faire Halloween en prolongeant en fait le travail sur le tueur qui était présent dans le film d'Argento, et qui justement, Profondo Rosso a cette particularité d'avoir un tueur dont l'identité est très diffuse, hein. Il y a un twist très connu à la fin du film qui joue là-dessus, mais aussi parce que pendant 1h15, on a l'hypothèse que c'est un fantôme aussi. Il y a une scène dans une villa où le postulat du fantôme est vraiment porté par le film. Et il me semble que une des forces d'Halloween, c'est d'avoir repris cette idée-là, d'une porosité entre la figure du tueur en série et celle de la créature du spectre. Ce qui m'a frappé en le revoyant là tout récemment, c'est à quel point toute la structure du film, d'un point de vue scénaristique ou du point de vue de la composition même des plans, repose sur l'opposition entre l'ombre et la lumière, avec cette idée que Michael Myers serait une sorte d'agent du mal, mais aussi d'agent de la nuit, qui s'infiltrerait à l'intérieur de la bourgade donc de Haddonfield, où se déroule le film, dans une journée, et imposerait progressivement le règne de la nuit jusqu'à sévir lorsque la nuit tombe. Et d'un point de vue de composition scénaristique, le film en fait est, si on sort le prologue célèbre où Michael Myers tue sa sœur enfant, le film est composé en deux parties, une partie entièrement diurne et une partie entièrement nocturne. Alors ça passe par des détails de mise en scène que j'ai trouvé assez effarants pendant ce revisionnage. Par exemple, la première apparition, le premier plan qui met en regard, plan magnifique d'ailleurs, qui met en regard Michael Myers et le personnage de Jamie Lee Curtis dans le film, se déroule au début du film quand Jamie Lee Curtis arrive près de la maison des Myers, qui est close. Elle s'approche de la porte et apparaît à l'avant-plan l'épaule de Michael Myers dans une espèce de jumpscare qui est très classique dans le film, puisqu'il en utilise beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que l'épaule est en contre-jour, donc en fait c'est une masse de nuit qui vient envahir l'écran et quasiment engloutir le visage de Jamie Lee Curtis, et au fond ça serait ça la logique d'écriture du film, à savoir que Michael Myers serait un être tout fait d'ombre, si vous voulez, et qu'il essaierait, en essayant de la tuer, puisque au fond c'est sa victime première, il l'a choisi à partir de ce moment-là dans le film, d'anéantir, d'engloutir la lumière. Au fond, c'est le mouvement du générique. Le générique d'ouverture très célèbre, c'est donc la citrouille d'Halloween qui est rétro-éclairée par un projecteur avec une caméra qui avance lentement vers elle, puis à un moment le projecteur s'efface et ne reste à l'écran que deux béances lumineuses à l'écran, un œil et puis un morceau du nez. Et au fond, qu'est-ce qui se passe à la fin du générique ? Les lumières vacillantes et les forces vacillantes de la lumière s'effacent dans une nuit complète, qui, et ça c'est magnifique d'ailleurs, débouche sur un plan latéral où la caméra se décale, et on arrive tout de suite sur le point de vue de Michael Myers. Comme si il surgissait d'emblée de cette nuit inaugurale et de cette béance inaugurale. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Et juste sur l'ascendance italienne, moi il y a un truc qui m'a marqué aussi en le revoyant, où je me suis dit une des raisons pour lesquelles j'aime autant ce film, c'est qu'il y a comme une espèce de grande nouveauté dans le cinéma américain qui surgit par la musique en fait que compose John Carpenter, qui est pour moi une musique électronique à l'orgue avec des petits effets de clavecin un peu cheap, qui est pour moi vraiment une pure musique italienne en fait. Oui, c'est un prolongement assez explicite du goût de la ritournelle qui est présent pour le coup de manière très forte chez Argento à partir de Profondo Rosso et des BO de Goblin. Ouais, et moi je sais que je peux regarder des gialli entiers qui sont pas très bons tant que la musique est là. Il y a vraiment énormément de thèmes de giallo. Ça n'engage que toi ce jugement. Ça n'engage que moi, certes. Mais tout ça pour dire que que ce soit Fabien ou toi, vous avez réfléchi aux apparitions de Michael Myers. C'est moi ce que je trouve très intéressant dans le film et qui tient pas que à Halloween, puisque en fait il y développe un style visuel très marqué qui n'appartient qu'à lui par l'usage du scope et d'une très très grande profondeur de champ qui rend en fait le truc, le film, le style assez jouissif, à savoir qu'en fait en élargissant comme ça
la profondeur de champ et en multipliant en fait les différentes manières qu'a Michael Myers d'apparaître dans le plan. Donc parfois il apparaît au fond à gauche du plan, parfois il apparaît derrière comme enfin juste à l'avant-plan comme c'est le cas au début je crois des scènes de jour quand il est devant le lycée où va Laurie Strode. Enfin bref, en gros il y a pas à chaque apparition de Michael Myers c'est unique. Et donc, ça oblige le spectateur en fait à une espèce de concentration très ludique et assez géniale, qui est de tout le temps scruter le plan. Et ce qui fait que même dans les scènes où apparemment la menace est éloignée, on va avoir peur. Par exemple, on sait très bien, puisque ça arrive au bout de 25 minutes du film, que le personnage, donc Laurie Strode, j'ai dit son nom, de Jamie Lee Curtis, n'est pas en danger, mais quand elle est dans sa chambre, le plan est assez éloigné d'elle et on voit toutes les fenêtres ouvertes et on est déjà en train de scruter en fait qu'est-ce qui peut se passer par-delà ces fenêtres. Et donc il y a un sentiment comme ça de peur qui est là en fait sur tout le film, qui fait que, bon, ça c'est un peu un classique du cinéma fantastique, mais le film fait presque plus peur quand Michael Myers n'est pas là, puisque bien sûr s'il n'est pas là c'est qu'il peut surgir à tout moment. Disons que c'est ce qui fait, je parlais de jumpscare tout à l'heure, effectivement le film, le jumpscare qui est une méthode de cinéma d'horreur qui est intéressante, enfin elle est aujourd'hui un peu décriée parce qu'elle a été très utilisée grosso modo depuis les années 90. En fait Scream s'en jouait déjà en 95, donc c'est dire si c'est un procédé qui est usé, mais à l'époque où Carpenter fait le film, au fond c'est pas si commun de faire apparaître, de faire popper comme ça une figure maléfique pour créer de la peur chez le spectateur. Mais lui, il l'utilise d'une manière qui est finalement presque théorique, dans la mesure où ce que produit l'apparition de Michael Myers, c'est une sorte de déséquilibre à l'intérieur du plan. Tu l'as dit, ça fonctionne beaucoup sur la longue profondeur de champ. Il y a une qualité, disons, de composition géométrique des lignes dans le film qui est absolument, enfin qui je pense fait beaucoup de la jouissance en fait qu'on a. Les premières scènes dans les rues d'Haddonfield sont très impressionnantes puisque par exemple la première fois qu'on voit Laurie apparaître, elle avance dans un travelling latéral puis coude sur un trottoir, on la voit ensuite couder sur un autre trottoir, un enfant qui arrive en angle droit pour lui parler, tout fonctionne en fait par système d'angle brisé si on veut. Et donc on a justement une longue profondeur de champ, une sorte de perspective constante dans l'espace qui permet au spectateur de savoir où regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que les apparitions un peu chaotiques de Myers vont faire en sorte que l'espace est complètement recomposé avec le jumpscare. Le jumpscare a cette capacité de décentrer le centre de gravité du plan à partir du moment où il intervient. Donc ça fait aussi des espaces à l'intérieur desquels évoluent les personnages, et notamment les deux maisons où il attaque à la fin du film, des sortes de pièges, des pièges géométriques à l'intérieur desquels sont tenus les personnages dans une espèce de logique de mise en scène. Et au fond, le côté metteur en scène de Michael Myers est explicité dans le film à la fin, quand Laurie arrive dans la chambre de sa voisine d'en face et trouve sur le lit le cadavre d'une de ses amies de lycée qui est surplombée par la tombe de la sœur de Michael Myers, puis qu'elle ouvre un placard et il y a un cadavre qui tombe, puis elle ouvre un deuxième placard et un deuxième cadavre qui tombe. Donc là on est dans une sorte de mise en scène macabre, presque comique, hein. Tu parlais de burlesque tout à l'heure, il y a aussi une dimension un peu clownesque derrière, de maison fantôme, mais qui traduit aussi l'idée que celui qui dirige l'espace, c'est le fantôme, effectivement. Et il y a aussi une logique propre à Michael Myers et qui, à mon avis, renforce vraiment la peur dans le film, qui est que toutes les premières apparitions fonctionnent malgré tout sur un système de champ contre champ. Donc, en un sens, c'est Laurie qui tout d'un coup marche avec ses copines et le voit qui sort de derrière un buisson. On est dans une logique de champ contre champ. Donc, ça la fait peur, ça nous fait peur. Aussi, d'un point de vue de rythme, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup dans ces plans-là, et tu parles de déséquilibre, en effet, il crée un déséquilibre puisque tous ces plans sont en mouvement. C'est des travelling arrière, etc. Et puis lui, il ne bouge pas. Et donc, tout d'un coup, ça fait peur sur des effets, en effet, très simples. Et puis, au bout d'un moment, quand ça fait très peur, c'est quand on réalise qu'il n'y a plus de champ contre champ et qu'il est dans le même champ qu'un personnage. Et ça nous fait vraiment flipper, quoi. C'est très impressionnant, ouais. Peut-être on peut parler d'ailleurs de ce qui nous fait le plus peur dans le film, parce que c'est un film aussi intéressant pour ça. J'ai l'impression que chacun a un peu sa scène traumatique
Moi, je veux bien en parler, puisque la scène qui me fait, enfin le plan peut-être qui me fait le plus peur, et pas un plan avec Michael Myers, c'est au début du film, après l'intro dont on reparlera peut-être à la première personne, de l'arrivée de Loomis et de l'infirmière à l'hôpital psychiatrique. La nuit est vraiment extrêmement noire. Là, c'est à nouveau une scène qui cite Psychose, évidemment, avec ses... le pare-brise complètement trempé d'eau et l'obscurité assez indicible derrière cette maigre frontière, et donc ils arrivent près de l'hôpital psychiatrique, et là il y a un éclair et on voit dans la nuit apparaître tous les patients de l'hôpital psychiatrique en train d'errer seuls, et c'est une espèce d'image comme ça que je trouve extrêmement forte et saisissante, suivie de la géniale scène de Michael Myers qui vole la voiture. Je sais pas, toi Thomas. Alors déjà, je rebondis, c'est parce que je trouve que c'est une scène qui est vraiment passionnante, au sens où c'est celle qui m'a vraiment, au dernier visionnage, fait comprendre que je pense que esthétiquement, la matière première du film, c'est la nuit. C'est la matière, c'est l'ombre comme une espèce de matière épaisse, un peu comme dans les tableaux de Pierre Soulages, où il y a une sorte d'épaisseur du noir, qui fait qu'on a l'impression que c'est une matière en elle-même et c'est plus une couleur. Et c'est comme si le film était en fait taillé à une espèce de bloc de marbre noir, quoi. C'est l'outre noir. Oui. Ouais, bah voilà, c'est ça. Alors, il précède Soulage, où il est collaborateur de Soulage à sa manière. Mais il y a cette idée, effectivement, que la matière première du film, c'est la nuit, c'est l'épaisseur de la nuit. Et finalement, ce qu'on va voir, soit dans la deuxième partie, quand les meurtres ont lieu, soit dans la première partie, qui est entièrement diurne, ce sont juste des éclairs de luminosité qui sont insuffisants pour masquer la puissance de la nuit. Je trouve que c'est tellement sensible dans cette scène avec les fous qui sont en train de errer, parce qu'on ne les voit que à la lumière extrêmement brève des phares ou d'éclairs bleus qui cisaillent le ciel, donc comme si c'était des sortes de visions horrifiques qui venaient s'imprimer sur la surface nocturne de la pellicule. Après, moi, je pense que ce qui me terrifie, alors je fais une confidence, le film me terrifie dans son entier parce que j'ai une vraie peur et phobique des masques, donc évidemment je suis pas très à l'aise quand je vois le film, mais du coup ce qui me fait le plus peur, je pense, c'est toutes les scènes diurnes où Michael apparaît à Laurie. Alors tu parlais de logique de champ contre champ, effectivement il bouge pas, mais c'est pas que ça, c'est-à-dire que c'est le personnage qui fixe la caméra, donc c'est le personnage qui brise en fait constamment le quatrième mur et qui dans une logique de prise de possession du point de vue, traverse l'écran pour attaquer directement le spectateur d'une certaine manière en infiltrant sa mémoire traumatique, si on veut. C'est une idée qu'on va retrouver notamment dans un film vraiment magnifique qui s'appelle Prince des Ténèbres, qu'il a réalisé un peu moins de 10 ans plus tard, en 87, et où les miroirs et les surfaces réfléchissantes deviennent des portes en fait pour traverser un autre monde, et le film se termine, pour ceux qui l'ont vu, sur un suspens pour savoir si un personnage va traverser un écran, et évidemment traverser l'écran pour entrer dans le monde de l'horreur et des monstres. Et donc je trouve que le film est très fort là-dessus, et ça se traduit aussi d'ailleurs par la manière dont il va prendre possession au fur et à mesure du film de la caméra en fait. Alors très rapidement, le plan, l'ouverture, c'est un plan en séquence unique de 5 minutes qui suit le point de vue de Michael Myers autour de sa maison pour aller tuer sa sœur. Donc d'emblée en fait le point de vue du tueur, et c'est celui de la caméra. Au fond, la caméra, c'est le tueur. Et ce qui est très beau, c'est la fin du film dont tu voulais parler, mais je te laisserai en reparler tout à l'heure, Marin. Il reprend possession du point de vue, puisqu'on voit les différents lieux où Michael a sévi un meurtre ou a attaqué Laurie, et ces espaces vides sont nimbés de sa présence et de son aura, puisqu'on entend juste le souffle rauque du tueur sous son masque. Oui, c'est très intéressant sur la question du point de vue, puisque donc ce plan séquence inaugural se termine par le plan fameux où l'on retire le masque et l'on découvre que le mal originel venait d'un enfant déguisé en clown, et en fait la caméra s'élève en fait dans les airs, et pour moi il y a un peu un côté on a été dans le pur point de vue subjectif de Michael Myers, et en fait après ce crime originel on s'élève et le point de vue devient
une sorte presque le point de vue de Dieu, enfin un point de vue omniscient, mais qui prend de la hauteur, ce qui permet au film beaucoup d'expérimentation sur le point de vue, puisque parfois il adopte le point de vue de Michael Myers, quand par exemple tu parlais tout à l'heure quand Laurie va devant la maison des Myers, le plan où il surgit dans l'ombre, il est quand même derrière la fenêtre, donc il est de son côté à lui. Mais il y a d'autres moments, ça adopte évidemment le point de vue des différentes babysitters qui vont se faire assassiner. Notamment, c'est son point de vue quand la meilleure amie de Laurie et son petit copain commencent à faire l'amour sur un canapé. Il y a un travelling arrière très lent jusqu'à ce qu'on voit se dévoiler l'épaule de Michael, qui le met en position de voyeur. Ce qui est très étrange d'ailleurs, c'est je pense un des plans les plus bizarres et des plus dérangeants du film, parce que le moment d'intimité absolue est violé, et c'est en plus la répétition de ce qu'il faisait déjà dans la scène d'ouverture, où il allait déjà épier sa sœur en train de faire l'amour avec son copain. Et donc pour moi ça répond à la dernière scène du film, enfin la dernière minute du film, qui est peut-être pour moi ma minute préférée du cinéma de Carpenter, où il y a déjà quelque chose de très beau sur le fait que donc Sam Loomis a tiré sur Michael Myers. Michael Myers est tombé du premier étage, et puis Sam Loomis va regarder va se pencher derrière la rambarde, et là on va avoir le plan de la pelouse vide, la musique qui reprend, puis on revoit le visage de Sam Loomis, puis on voit Jamie Lee Curtis en train de pleurer. On n'a rien besoin de dire, elle voit Sam Loomis de dos, mais elle a déjà compris. Et donc là ensuite il y a un enchaînement de plans quelque part vides, enfin de plans juste d'intérieur de maisons anonymes, qui sont même pas forcément les maisons dans lesquelles s'est passé le film, pour se terminer devant la maison de Michael Myers, et avec une sorte, voilà, à la fois le point de vue, on revient un peu à ce point de vue de Dieu, comme pour dire la menace est partout, et en même temps il y a la respiration de Michael Myers qui s'intensifie, et donc alors que c'est pas ce qu'il voit, contrairement à la première scène où on entendait effectivement une respiration, mais on voyait directement ce qu'il voyait, mais c'est comme pour dire ben voilà, Michael Myers peut être partout à la fois. Et je trouve ça intéressant parce que ça arrive justement au moment où le film est devenu vraiment purement fantastique, à savoir que Michael Myers s'est relevé après s'être pris 6 balles de pistolet, donc jusque là et une aiguille dans la gorge. Jusque-là, on pouvait avoir encore un doute sur l'humanité du personnage, et là, il y a plus de doute, et donc ça, voilà, je trouve cette fin absolument sublime. Et en effet, et sur cet aspect, alors à la fois diffus, et puis sur la question que tu posais, je ne sais pas si c'est la scène qui me fait le plus peur, mais pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Thomas, sur ce personnage qui briserait l'écran, il y a aussi ce moment où une première fois Laurie regarde à travers les stores des rideaux, et donc voit Michael de l'autre côté, donc en face de la maison de son ami. Et donc c'est inquiétant. Et puis plus tard dans le film, Laurie, qui est passée dans la maison de son ami, s'échappe puisqu'elle a été confrontée à Michael. Elle l'a blessé, et là, si je ne me trompe pas, je ne suis pas 100% sûr, mais j'ai l'impression qu'on revient de l'intérieur de la maison et on voit Michael arriver. Vous vous rappelez de ce que je veux dire, et de cette scène, pardon, et il marche de manière tout à fait saccadée. Et là, le personnage, on ne sait plus très bien ce que c'est. D'ailleurs, au générique du film, son nom, ce n'est pas Michael Myers, c'est The Shape, donc la forme. Et on ne sait plus très bien ce que c'est. Il est pour moi entre le zombie et puis Terminator. C'est-à-dire que vraiment il a été blessé et pourtant il marche, voilà, comme une forme de robot qui arrive et qui la pourchasse de manière quasi mécanique. Et ça aussi c'est très effrayant, jusqu'à en effet cette fin où il est nulle part et partout. Ouais. C'est toujours une histoire de traverser l'écran, puisque comment il entre dans la maison où Laurie fait son babysitting, c'est en ouvrant une fenêtre. Encore une fois. Oui. Donc, et là, si je suis pas complètement sûr, mais l'idée de l'écran, de la fenêtre, c'est évidemment l'idée de l'écran. C'est-à-dire on l'a vu de l'autre côté. C'est ça. Et puis là, il nous rejoint directement. C'est ça. Mais effectivement, il y a une dimension un peu polymorphe dans le personnage de Myers. La forme, c'est vraiment un terme qui est intéressant parce que un des problèmes, disons, de beaucoup de slashers qui vont suivre
films comme Vendredi 13, enfin qui sont pas forcément des films très fameux, quoi. Enfin, tous ne sont pas du niveau de Halloween ou des films de Craven, par exemple, qui vont être vraiment très réussis par la suite. C'est que soit on va axer la généalogie du personnage sur une dimension psychotique, quoi. Ce sont des fous tueurs dangereux, soit ce sont des espèces de créatures surnaturelles qui auraient pris forme humaine. Et ce qui est très intéressant avec le personnage de Myers, c'est, tu le disais pour la dimension fantastique, c'est qu'il y a une indistinction qui passe par le fait qu'il pourrait être plusieurs types de monstres à la fois. C'est un fantôme, c'est un zombie. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est un clown, hein, c'est un personnage de clown maléfique, puisque le costume qu'il porte lors du meurtre de sa sœur au début du film, c'est un costume de clown. Alors, d'ailleurs, c'est une idée que Josué Morel m'a glissée il y a quelques jours. Effectivement, je crois que c'est très judicieux pour comprendre le personnage. Et il a aussi quelque chose d'animal. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène, mais quand il poignarde le jeune homme et qu'il le porte. Ouais. Il le porte et puis il le regarde un peu comme un gorille, ou comme un chat qui aurait tué une petite souris. Quoi. Il tourne la tête de manière très, très dérangeante, encore une fois. Alors c'est marrant parce que ça me rappelle, je fais une association d'idées, mais un texte de Nicole Brenez qui était consacré à Suspiria d'Argento, alors autre film qu'avait vu Carpenter avant de réaliser Halloween, et qui expliquait que la sorcière Elena Marcos de Suspiria était justement une créature polymorphe parce que d'un plan à l'autre on ne pouvait pas savoir quelle était sa forme, puisqu'elle apparaissait soit comme une ombre projetée, soit comme un liseré lumineux, soit une main, soit un cheveu, etc. etc. Et il me semble qu'il a repris cette idée-là dans Halloween en le portant vers un plus fort degré d'abstraction. Et c'est ce qui, je pense, fait la qualité différentielle du film du point de vue du cinéma d'horreur, c'est que c'est sans doute, à mon avis, le film d'horreur le plus abstrait qui ait jamais été réalisé, puisqu'il ne repose encore une fois que sur un agencement de lignes et de formes géométriques, une opposition de l'ombre et de la lumière, qui au fond recoupe évidemment l'opposition du bien et du mal, et me fait penser, en tout cas depuis le dernier visionnage, que c'est peut-être le film le plus achevé dans une forme de rénovation de ce que serait l'expressionnisme au cinéma, à savoir un film qui reposerait strictement sur des formes d'arc brisé et de désorganisation du montage par l'intervention de personnages complètement composites, ce qui est présent de manière très forte par exemple dans Caligari, hein. Le tueur le géant de Caligari, c'est aussi une créature composite. Et puis en même temps un film qui fait reposer son esthétique sur cette opposition de l'ombre et de la lumière, qui recoupe une opposition morale. Mais je pense que ce que tu dis sur le fait que Halloween est un peu le film d'horreur ultime aussi parce qu'il est abstrait, c'est ce qui fait qu'en fait aucune des suites d'Halloween n'est pleinement accomplie, même s'il peut y avoir des films intéressants. Moi j'ai découvert Halloween 2 que j'ai trouvé assez bien. Je sais que t'aimes bien Halloween 3, tu nous en parlais avant, mais même jusqu'à la nouvelle trilogie de David Gordon Green, en fait chaque nouveau film d'Halloween ne fait que, sinon rationaliser, du moins rajouter des couches d'informations, peut-être des espèces de digressions autour d'un mystère que Carpenter rendait un peu ultime en fait dans le premier Halloween. Oui, l'essentialiser. Voilà. C'est le mal absolu, c'est ce que dit Loomis au départ, et en effet c'est très juste ce que tu disais Thomas, c'est quelque chose qui a été assez théorisé aussi par Toré, et notamment dans des films aussi comme Maniac ou des films comme ça, qui sont intéressants sur bien des aspects, mais il n'y a pas, il y a toujours une forme de psychologie, d'explication, et en effet l'aspect vraiment indéfini du personnage le rend terrifiant. Ça me semble être une bonne conclusion. Merci Fabien, merci Thomas, merci Étienne derrière la caméra, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atari.